Et tout simplement parce que nous invitons autour de la table quelqu'un qui est extrêmement habitué à intervenir sur ce sujet depuis quelques années, donc qui est Bernard Fiol, qui est le chargé de programme. Voilà, je ne connais plus son titre exact, mais qui travaille en tout cas sur la ville en général. Voilà, ville accessible à tous, le chargé du programme Ville accessible à tous au CERTU. Le CERTU, pour ceux qui ne connaissent pas éventuellement dans cette salle, c'est le Centre d'études et de ressources sur les techniques urbaines. Alors, on va être peut-être un petit peu... Il reviendra après pour expliquer exactement, parce que les sigles et les abréviations, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, quelqu'un qui effectivement travaille sur ce sujet très, très spécifique. Et puis, on a deux autres personnes autour de la table pour qui, nous, famille d'accessibilité, finalement, que nous connaissons peut-être un peu moins et qui sont néanmoins très très impliqués dans le domaine. J'allais dire que l'accessibilité pour les deux personnes que sont Dominique Lancrenon, qui est la présidente du Conseil européen des urbanistes, et Élise Gauthier, qui est chargée de mission territoire durable au sein du comité 21 du comité français pour l'environnement et l'environnement et le développement durable. Donc nous avons deux personnes qui finalement ont fait de l'accessibilité, on verra, une activité peut-être périphérique ou peut-être une activité centrale. Et ce qui sera intéressant, c'est de voir comment ces acteurs finalement saisissent cette question de l'accessibilité. Alors, tout d'abord, j'avais une question qui serait voilà, on va faire une session très libre. Après, vous pourrez intervenir, parce que c'est vrai que j'aime bien laisser la place aux questions et à l'interactivité, donc préparez vos questions. Mais j'avais une première question, parce que j'ai entendu beaucoup de choses, moi, dans toutes ces conférences. C'était le but, hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Florent Orsoni, directeur exécutif de l'association Toutimobi, et nous travaillons, j'allais dire, depuis quelques années déjà, depuis 7 ans, non, pardon, depuis 9 ans, oh là, je perds la mémoire, sur les notions de conception universelle et d'accessibilité inclusive. Et la première question que je voudrais poser à Bernard Fiol, ici, c'est qu'est-ce que c'est ville accessible à tous? Ça signifie quoi pour vous, Bernard? Oui, bonjour. Donc, je vais donner quelques précisions. Tu peux enlever le micro. Je vais enlever le micro. Ça sera plus simple. Hop là. Donner quelques précisions par rapport à ton introduction. Alors, je suis au CERTU. Le CERTU, ça veut dire Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques. Mais tu as eu raison de dire que ça peut aussi vouloir dire Centre d'études sur les réseaux et des ressources sur les thématiques urbaines. Parce qu'en fait, le CERTU, c'est quoi? C'est un organisme national du ministère de l'écologie qui est basé à Lyon, mais qui a pour vocation à acquérir et diffuser des savoir-faire auprès des professionnels de l'aménagement, mais pris en sens très large, de l'aménagement urbain. Donc, que ce soit les professionnels maîtrise d'ouvrage, la profession de maîtrise d'œuvre, le monde des entreprises, et tout ça. Donc, c'est la vocation. Donc, aujourd'hui, on se positionne clairement comme centre de ressources. Hein. On acquiert des savoirs, on a de l'expertise, on acquiert des savoirs. On va voir ce qui se passe en France, à l'étranger, en Europe. Puis, on essaye de donner du sens à tout ça en digérant et en donnant soit des outils méthodologiques, soit des fiches de cas, soit des pratiques, des bonnes ou mauvaises pratiques, puisqu'il y a des enseignements à tirer des mauvaises pratiques aussi, il ne faut pas l'oublier. Et la deuxième correction que je voulais t'apporter, c'est que je ne suis pas du tout seul sur le programme Ville accessible à tous. Hein. J'ai une collègue que j'ai vue dans la salle tout à l'heure, Marie-Vonne Dejam, que d'aucuns connaissent, avec laquelle je pilote effectivement ce programme Ville accessible à tous, et je voulais excuser l'absence de notre ressource fondamentale dans notre équipe, qui est Laurent Sabi, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc c'est moi qui prends sa place. Je ne sais pas si j'aurai la taille d'arriver à présenter correctement les choses. Voilà. Alors le programme Ville accessible à tous, c'est une longue histoire d'amour entre le CERTU et l'accessibilité, puisqu'elle a été créée, ce programme a été créé en 2001. 2001, hein, c'est avant 2002. 2002, c'est l'élection de Jacques Chirac, c'est la future loi, enfin l'annonce des grands projets de quinquennat. Et voilà. Alors pourquoi on est parti sur ce programme? Parce que à l'époque, on disait tout ce qu'on conçoit, hein, parce que
le CERTUS, c'est le ministère de l'écologie, ancien ministère de l'équipement, hein, donc le grand service de l'aménagement qui a fait pas mal de choses pour la France dans les décennies passées. Et tout ce qu'on conçoit, ce serait bien quand même de mettre au cœur des préoccupations et des réflexions l'usager utilisateur. Donc, je suis ici depuis hier matin, j'ai fait 5 ou 6 séances, conférences. Effectivement, le mot usage, maintenant, on le retrouve tout partout. Alors, j'y reviendrai certainement pour un peu préciser comment nous, on voit la chose, parce qu'il ne faut pas tout mélanger non plus. Alors, donc, pour revenir à l'accessibilité, donc, le constat, c'est de dire qu'il faut mettre au cœur des réflexions l'usager. Et deuxième chose, c'est que quand on conçoit la ville, on sait bien faire du bâtiment, on sait bien faire de la voirie, de l'espace public, même s'il y a toujours des choses à améliorer. On sait bien faire des transports, mais là où ça pêche, c'est les interfaces. Ce qui se passe quand je descends de mon bus, je vais sur le trottoir et que je vais de l'espace public du trottoir et je veux rentrer dans mon bâtiment. Donc c'est cette notion de chaîne de déplacement qu'on a intégrée dès 2001 dans nos réflexions pour dire qu'il faut travailler les interfaces et faire ce qu'on appelle de la transversalité ou l'interdisciplinarité. Voilà, c'était un peu la force de la réflexion de ce projet. Alors pour ça, on a développé un concept qui s'appelle le concept ville accessible à tous, qui est basé sur 3 acceptions. Donc vous avez l'acception dite géographique, ou comment aller d'un point à un autre de la ville, ça renvoie à la mobilité, hein, pour faire simple. L'acception physique, qui en fait... comment une personne, là c'est la personne physique, avec toutes ses capacités ou incapacités, peut atteindre tous les services de la ville. Donc là, ça renvoie à la notion de PMR, personne à mobilité réduite. Et enfin, l'acception sociale, ou en étant plus précis, socio-économique, culturelle. Et là, vous voyez à quoi on fait allusion. Hein, la personne étrangère dans la ville, les allophones dont on parlait tout à l'heure, les conditions économiques, la capacité de pouvoir se payer, ne serait-ce que son logement, son billet à l'opéra, enfin vous prenez tout ce que vous voulez, social et culturel, et l'aspect culturel, des ethnies différentes, des origines différentes. Voilà. Donc l'idée, c'était de marier tout ça pour prendre en compte l'ensemble de la problématique de l'accessibilité pour l'ensemble de tous les usagers, qui soient PMR, mais aussi tous les autres. Alors, à ce propos, Bernard, donc, ce qui me paraît fondamental, parce que j'en entends beaucoup parler, et à tort et à travers, et j'aimerais bien qu'on fasse une mise au point une fois pour toutes. Qu'est-ce que la qualité d'usage ? Voilà, alors effectivement... Je t'ai tendu la perche, mais tu me la retends, donc c'est avec plaisir que je la prends. La qualité d'usage, voilà. Alors, sachez que nous, au CERTUS, on a travaillé ça depuis un certain nombre d'années aussi là-dessus, mais dans le domaine du bâtiment. Alors, la qualité d'usage, ce n'est pas l'accessibilité. L'accessibilité participe de la qualité d'usage. Elle est beaucoup plus globale. Donc, je vais vous la préciser, hein, pour qu'on sache de quoi nous parlons bien. Une fois pour toutes. Une fois, non. Alors, le CERTUS, certes, est un organisme scientifique et technique qui a toutes ses compétences, mais on n'a pas la parole divine non plus. Hein. N'exagérons pas. Hein. De tous nos travaux, je tiens à le dire, sont aussi issus de la confrontation d'idées, de recherche, de confrontation de terrain, de dialogue avec des gens des collectivités locales, des associations. Enfin, c'est le résultat de tout ça. Hein. Donc on ne prétend pas porter la parole absolue, surtout pas. Les mystères régaliens techniques des grandes années, c'est fini. Alors donc, la qualité d'usage, voilà la perception que nous, CERTUS, nous en avons. Hein, c'est dire que c'est la qualité d'un lieu, la qualité d'usage d'un lieu, c'est la capacité à répondre aux besoins et aux attentes des usagers et utilisateurs, de l'ensemble des usagers et utilisateurs, et aux besoins et attentes. Hein, et pas uniquement l'aspect accessibilité. Donc, usager-utilisateur, un mot. Utilisateur, en fait, c'est ceux qui rendent le service, hein, le banquier derrière son comptoir, bien qu'il ne distribue plus de billets aujourd'hui. Et puis, l'usager, ben, c'est bénéficiaire du service, hein, tout simplement. Hein, c'est vous quand vous allez à l'hôpital et que vous êtes malade. Alors, il faut savoir que la non-qualité d'usage, ben, ça se traduit toujours, et ça, c'est vérifié, par des coûts, des surcoûts, parce que pas le client, j'allais dire client pour une entreprise, l'usager, l'utilisateur, tous ceux qui occupent le bâtiment, ben à un moment donné, il va râler, ça crée des tensions, il y a des conflits, il y a tout ce que vous voulez, et puis derrière, il va falloir réparer, tant bien que mal, et là, ça va coûter très cher. Donc, la notion de conception intégrée d'usage en amont. Alors, pour préciser un petit peu les choses, qu'est-ce qu'on regarde quand on fait, nous,
de l'évaluation d'usage. Hein, on fait des visites, bien sûr, on va sur le terrain, on contacte les acteurs. On regarde l'ensemble des espaces. Donc l'espace urbain, le voisinage, ce qui se passe autour, toujours. Bon, un bâtiment, hein, je me place du point de vue du bâtiment. L'espace d'accueil et distribution, donc on rentre. Là, il y a quelque chose qui se passe. Celui qui ne connaît pas, ben, il va se renseigner. On va l'envoyer quelque part. Et ensuite, tous les espaces spécifiques pour le service rendu, ou des espaces techniques, ou des espaces, il y a les sanitaires et tout ça, ça vous connaissez. Donc on fait l'analyse de tout ce chaînement, donc la chaîne de ce déplacement qu'on fait à l'intérieur du bâtiment en venant de l'extérieur. Et puis ensuite, on fait une analyse précise d'un certain nombre de thèmes qui sont le mode d'occupation de l'espace et son potentiel d'évolution. On va dire que ça, c'est la qualité fonctionnelle, prise au sens large, à l'intérieur du bâtiment. C'est les relations entre ces espaces, ça relève aussi de l'aspect fonctionnel. Le confort d'ambiance, hein, donc la thermique, l'acoustique et la qualité de l'air, le froid, le chaud. La sécurité et la sûreté, hein, le fait qu'on soit dans un endroit où la sécurité d'incendie est certaine, et la sûreté, on est protégé contre les intrusions. L'entretien et la maintenance, alors un petit mot là-dessus, l'entretien et la maintenance, c'est une dimension qu'on doit intégrer. J'ose espérer, maintenant, tous les maîtres d'ouvrage publics font ça dans les prises en compte des nouvelles opérations, d'intégrer cette notion pour que le bâtiment soit maintenable, entretenable, et fait que ce pourquoi il est fait au départ continue à l'être et ne vienne pas à supprimer le service parce qu'il y a un défaut de maintenance et de fonctionnement d'un équipement particulier. Et puis enfin, donc l'image et le sens, donc ça c'est le bâtiment dans la ville, ou la qualité urbaine, si vous préférez, sa relation avec notamment l'accessibilité en venant d'un transport en commun ou d'un autre lieu, son image symbolique, hein, son sens dans la ville. Donc voilà. Et c'est tous ces facteurs-là qu'on analyse dans tous ces espaces-là, et ce qui nous permet de donner une grille de lecture de ce que c'est que la qualité d'usage. Donc on voit que c'est quand même beaucoup plus global que l'accessibilité, que ça va au-delà, et que malgré tout, quand on traite du problème de l'accessibilité, par exemple, dont notre enfance, on sait qu'on a des normes à appliquer, hein, sur l'aspect réglementaire, il est bon, utile et nécessaire, et absolument nécessaire, de se poser la question du bon usage de l'équipement qu'on veut faire. Alors on prend toujours l'exemple du sanitaire pour handicapés qu'on fait, où il y a la barre de transfert, ce que pose la loi, il y a la cuvette, il y a tout ce que vous voulez. Puis on voit encore, des lieux où la barre de transfert est à l'opposé de la cuvette. C'est-à-dire qu'elle ne sert à rien. Réglementairement, elle existe, mais elle ne sert à rien. Tout simplement parce qu'on dit, mais finalement, on fait ça, pourquoi ? Pourquoi faire ? On redonne le sens et on redonne l'objectif. Redonner du sens, effectivement, redonner l'objectif et j'allais dire aussi redonner un certain nombre de qualités esthétiques, est-ce qu'il y a cette dimension-là dans la qualité d'usage et est-ce qu'il est cohérent de parler d'accessibilité et qualité d'usage ? Oui, alors je viens de dire, donc, l'accessibilité contribue à la qualité d'usage, au sens où quand on doit se déplacer dans le bâtiment, dans notre analyse, hein, on regarde comment on peut aller d'un point à un autre, de tel étage à tel autre, à tel service. Donc là, les conditions d'accès à ces services-là est clairement analysées et étudiées. Donc ça relève bien de la qualité d'usage. Et puis la deuxième, c'était... Ça répond à ma question. L'esthétique. Oui. Alors, l'esthétique, ça renvoie à la notion de confort, à la notion de bien-être, la notion d'être... je me sens bien dans ce lieu. Alors, c'est peut-être pas aujourd'hui le cas. Non, je suis bien avec vous, hein, je vous rassure. Mais ça participe, à la relation interhumaine. Je suis bien dans ce lieu, donc la relation interpersonnelle ou pour le travail contribue forcément à la qualité de ce pourquoi on travaille ou le service qu'il y a à rendre, quoi. Donc l'esthétique, intégrant un certain nombre de contraintes. On l'a vu, l'atelier d'avant, on parlait des contrastes, on parlait d'un certain nombre d'éléments qui fait que les gens peuvent bien lire, bien comprendre, hein, la taille des caractères, la couleur ou les volumes participent de tout ça, bien sûr. Très bien. Alors, j'ai maintenant passé la parole à Élise Gauthier à ce sujet, qui nous avait normalement préparé un PowerPoint, donc, mais qu'elle a oublié de mettre sur sa clé.
Donc, Élise Gauthier, donc comité 21, les agendas 21. Je pense que Élise va pouvoir être très très claire parce que je connais son esprit de concision sur le sujet. Élise, l'accessibilité, est-ce que c'est uniquement le volet social du développement durable ? Alors, le volet social du développement durable, c'est plusieurs sujets, dont l'accessibilité. Et finalement, d'ailleurs, dans le développement durable tel qu'il est entendu par les collectivités locales aujourd'hui en France, on ne parle plus forcément des 3 piliers environnemental, social et économique, mais plutôt de 5 finalités qui aujourd'hui, alors qui sont les finalités du développement durable inscrites dans le cadre de référence national des agendas 21 locaux. Les agendas 21 locaux, ce sont des plans d'action en faveur du développement durable élaborés par les collectivités locales. Il y a environ 850 collectivités locales aujourd'hui en France qui sont engagées, qui ont mis en place des plans de développement durable agenda 21. Et qui finalement, ces plans d'action visent à répondre à 5 finalités. La première, c'est la lutte contre le changement climatique. La deuxième, c'est la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles. Jusqu'ici, donc plutôt en filigrane, hein, j'en conviens, un peu le volet environnemental du développement durable. Le troisième finalité sur les 5, c'est la notion de cohésion entre les générations et cohésion entre les territoires. La 4e finalité, c'est l'épanouissement de tous les êtres humains. Et la 5e finalité, c'est l'adoption de modes de production et de consommation responsables. Alors, personnellement, moi, je verrais bien l'accessibilité un peu dans plusieurs de ces 5 finalités. Celle surtout de l'épanouissement de tous les êtres humains, puisqu'on touche là aux questions de santé, aux questions de liens intergénérationnels, de bien-être pour les personnes. On touche aussi à la question de cohésion sociale, comment faire société entre des gens différents qui ont des manières de se déplacer différentes, de percevoir les choses de manière différente et de les vivre de manière différente. Et puis, les modes de production et de consommation responsables, c'est-à-dire changer notre manière de concevoir les politiques publiques, pour ce qui concerne les collectivités, changer notre manière de concevoir derrière les bâtiments, les projets, et changer notre manière de concevoir et d'imaginer tout court. Alors d'abord, je voudrais remercier Florent pour son invitation. Jusqu'ici, c'est plutôt Florent qui venait dans les groupes de travail et les réflexions du comité 21, donc qui accompagne justement les agendas 21 locaux en France, et qui venait y parler d'accessibilité. Justement pour illustrer cette finalité d'épanouissement de tous les êtres humains. Et Florent vient aussi participer à nos travaux sur la ville durable. On a publié un ouvrage en mars 2011 qui s'intitule « Du quartier à la ville durable ». Quels sont les enjeux de la ville de demain ? Et Florent venait justement y apporter ces pierres édifices. Et donc aujourd'hui, c'est à mon tour de venir apporter une petite pierre l'édifice de vos réflexions. Alors ceci étant dit sur la notion avant d'accessibilité, même d'accès, je dirais que cette notion d'accès, elle est au fondement de toutes les réflexions sur le développement durable. Vous savez que l'événement assez fondateur dans le développement durable, c'est le sommet de la Terre de Rio en 1992, dont était sorti un document final qui s'appelait Agenda 21. Et c'est de là d'ailleurs que sont venus les agendas 21 locaux, donc élaborés par les collectivités locales. Et le document Agenda 21 revendiquait très fort cette notion d'accès. Il s'agissait de vouloir pour tous et d'atteindre un environnement sain, donc c'est-à-dire derrière un accès à l'eau potable, un accès à la forêt, à la qualité d'environnement qui permettent demain de faire bien vivre les hommes et de les nourrir. C'était de revendiquer un accès à l'éducation, un accès à la santé, l'accès à l'alimentation pour les plus pauvres. Voilà, il y avait une revendication très forte de l'agenda 21 sur cette notion d'accès
Et aujourd'hui, le développement durable est porteur justement de cette notion d'accès et revendique aussi le respect de certains droits, c'est-à-dire l'accès en tant que valeur, comme l'avait présenté d'ailleurs Michel Puech dans une conférence il y a pas très longtemps, dans lesquelles on parlait déjà de conception universelle. Et chez nous aussi, le 9 décembre, effectivement, la conférence un peu fondatrice sur le sujet et les valeurs d'accès. Alors ces 5 finalités dont je vous parlais, c'était celles des agendas 21 locaux, mais elles ont été reprises dans la loi Grenelle de l'environnement parce que ce sera la trame des rapports de développement durable que doivent aujourd'hui élaborer les collectivités locales. Donc je crois que dans le cadre des rapports de développement durable, aujourd'hui les acteurs publics, notamment les acteurs publics locaux, auront à rendre compte de ce qu'ils font en matière d'avancée sur l'accessibilité. Et je pense que c'est une avancée intéressante puisque cette fameuse loi avec des échéances de mise aux normes qui se rapprochent à grands pas, finalement... Il y a des choses qui ont avancé, mais beaucoup de collectivités se disent « Oh là là, je ne suis pas vraiment certaine de tenir mes délais. » Donc je l'inscris d'ailleurs dans mon plan Agenda 21, je vais m'occuper du handicap, je vais m'occuper de l'accessibilité. Donc il donne un peu l'impression d'agir à travers ça, comme si c'était une action nouvelle dans le cadre du développement durable, alors que c'est juste du respect de la loi. Donc, il y a un petit peu aussi... C'est pas finalement un Agenda 22, c'est un peu erroné de parler d'Agenda 22 sur ce sujet. C'est très avant-gardiste finalement, parce que on a imaginé l'Agenda 21 à la fin du XXe siècle, justement pour améliorer la situation au XXIe siècle. On est encore qu'au début du XXIe siècle et on a encore beaucoup de choses à faire. Donc restons... Alors il y avait eu une petite tentative de certaines collectivités de dire moi je passe directement à l'agenda 22. On l'a vite fait revenir en arrière pour rester à l'agenda 21. Qui est déjà très ambitieux en soi. Et qui porte des actions assez ambitieuses. Donc pour nous, l'accessibilité dans le développement durable, c'est plutôt pour moi un sujet transversal pour les politiques publiques qui va toucher à la fois les questions du bâti. Donc la loi Grenelle sur les programmes de rénovation des bâtiments, à la base parle plutôt de rénovation en matière pour améliorer l'efficacité énergétique, mais l'article 3 de la loi Grenelle 2 dit bien que ces programmes de rénovation du parc de bâtis doivent viser 2 choses, l'amélioration énergétique des bâtiments et aussi l'amélioration au regard des conditions d'accessibilité. L'accessibilité, c'est aussi un terme où l'accès à l'emploi ou l'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap qui touche les questions d'emploi et derrière les marchés publics locaux, puisque l'article 14 du Code des marchés publics autorise les collectivités à mettre des clauses d'insertion sociale dans leurs marchés publics et justement de faire appel aussi, de travailler avec des associations qui aident à l'insertion en faveur des personnes en situation de handicap et on peut y travailler là-dessus. Donc ça s'inscrit déjà dans le cadre d'une politique d'achat responsable ou de commande publique responsable des collectivités locales. La question du handicap ou de l'accessibilité, ça recoupe aussi des questions et des politiques de solidarité et de lien intergénérationnel qui sont mises en œuvre par les collectivités sur leur territoire. Ça recoupe aussi des actions d'éducation au développement durable et d'éducation à la découverte de l'autre et à la cohabitation avec l'autre qui peuvent être conduites en milieu scolaire et qui font partie des programmes d'éducation au développement durable qui peuvent être mis en place. Ça, le label tourisme et handicap aussi fait partie pleinement des politiques de tourisme durable ou tourisme responsable. Bref, le sujet de l'accessibilité, on en parle depuis un certain temps dans le cadre des politiques de développement durable des collectivités. Parmi politiques de développement durable, j'ai cité les agendas 21, mais il y a également les écoquartiers. Vous savez que l'État, en 2008, a initié un grand plan national en faveur de la ville durable qui s'appuie sur des appels à projets pour les écocités et 2 séries d'appels à projets sur les écoquartiers. Il y en a eu un premier en 2009, un second en 2011 cette année. Il y a eu 383 projets d'écoquartiers qui ont été présentés au ministère en vue d'avoir un label. Et ce label va s'appuyer sur un référentiel qui pose explicitement comme condition d'écoquartier de prendre en compte les dimensions d'accessibilité. En lien aussi avec la politique de soutien du ministère et la création de l'Observatoire de l'accessibilité et de la conception universelle en 2010 par Valérie Létard. Et puis l'accessibilité, j'ai dit tout à l'heure, c'est un thème des agendas 21 locaux qui essayent qui mettent dans le cadre de ces plans d'action des actions qui touchent à la fois à l'amélioration des équipements, à la sensibilisation du public et à l'insertion de clauses d'insertion dans les marchés publics.
Je dirais que c'est vraiment une mobilisation nécessaire pour accompagner la mise en œuvre des obligations réglementaires. Et un exemple d'une collectivité qui a fait vraiment des choses intéressantes pour connecter la prise en compte du handicap et l'agenda 21, c'est la ville de Carquefou, à côté de Nantes. L'action numéro 1 de l'agenda 21, c'est pas une action environnementale ou sur le climat comme on a l'habitude de voir, c'est une action qui s'intitule « Faciliter l'intégration des personnes handicapées ». Derrière cet objectif, il y avait plusieurs actions qui sont portées par le Conseil communal d'action sociale, le CCAS, et celle qui portait ces questions-là au CCAS est devenue la responsable Agenda 21 après, donc il faut vraiment voir toutes les connexions qui sont faites. Et parmi les opérations, il y avait l'organisation d'une journée en situation de handicap en coopération avec des associations locales, une communication en direction des employeurs locaux, une charte d'engagement communal pour l'emploi des personnes handicapées signée par la mairie et les employeurs locaux. Voilà, ça fait pleinement partie de l'agenda 21. Tu mentionnais aussi une action sur le bien vieillir, au-delà de tout ça, et ça, c'était dans la préparation de la conférence. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a aussi cette dimension vieillissement qui est prise dans les agendas 21. On voit que c'est un outil très très intéressant parce qu'évidemment c'est un sujet à la mode, un mot à la mode, et il ne s'agit pas pour moi de créer un nouveau cluster handicap, enfin je me permets de donner la vision, mais pas de créer un nouveau cluster handicap, mais plutôt d'utiliser des outils peut-être qui fonctionnent déjà bien, et de voir comment on peut intégrer cette problématique. L'intégrer en tant qu'action unique, ça fait partie de nos débats au comité 21. Voilà, c'est pas forcément l'intégrer en tant qu'action unique, mais plutôt comme action transversale, un peu distillée, etc. Et pour moi, la politique du handicap, vous avez bien compris à travers tout ce qu'on a vu, à travers toutes ces conférences, etc. On n'est pas sur un champ unique, mais bien sur quelque chose qui est à diffuser assez largement. Mais je crois que tu vas nous en dire un mot. Disons que ce qui fait que je trouve, quand Florent m'a posé la question de qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la place de l'accessibilité ou même de la conception universelle dans la ville et pour faire la ville durable. C'est vrai que pour moi, l'agenda 21, c'est l'outil de gouvernance de la ville durable. C'est ce qui va permettre aujourd'hui de faciliter la transition des villes d'aujourd'hui aux villes durables, qui sont les villes de demain. On pourrait en dire autant sur les territoires ruraux, mais c'est vrai qu'ici, on s'intéresse plutôt à la ville. Je dirais que l'accessibilité, voilà, on a un constat un peu partagé que sur certains points, on a tendance, en tout cas dans les mentalités collectives, et moi c'est bon, ou dans ma mentalité à moi, par exemple, je vais assumer, moi qui connais pas très très bien, en tout cas beaucoup moins que vous, ces sujets d'accessibilité, on le ramène assez facilement aux questions de handicap et de handicap visible. Alors qu'effectivement, là où je trouvais que le développement durable finalement peut injecter aussi peut enrichir cette notion d'accessibilité et l'amener aussi vers la notion de conception universelle qui rejoint davantage le développement durable sur plusieurs points. Je trouve d'abord qu'il y a une attention commune entre ces deux notions, le développement durable et conception universelle, une attention commune à cette idée de il faut mieux concevoir aujourd'hui pour nos générations aujourd'hui, pour vivre plus confortablement aujourd'hui et que tout le monde vive confortablement, mais aussi pour anticiper les besoins des générations futures ou des futurs usagers. Donc cette attention aux futurs et aux futurs usagers, c'est quelque chose qui est vraiment partagé dans ces deux notions. Attention à la manière de concevoir, et pour mieux concevoir pour les usagers, il faut concevoir avec les usagers. Et j'ai oublié de mentionner, et c'est quand même fondamental, que les agendas 21, justement, ce sont des plans d'action des collectivités locales, mais qui sont élaborés en concertation avec les habitants. Donc le développement durable qui exige, et les écoquartiers également, ils exigent cette concertation en amont avec les usagers, y compris dans les écoquartiers qui se construisent, s'ils n'existent pas encore, on fait l'effort, la mairie fait l'effort de travailler en amont avec des personnes qui seraient intéressées pour habiter plus tard sur ce quartier-là et travailler le plus en amont possible sur leurs besoins. Et puis, il y a aussi, je dirais, des champs d'application multiples pour le développement durable et la conception universelle qui vont effectivement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, du bâti à l'emploi, à l'insertion, au déplacement. Et finalement, tout est lié. Parce qu'aujourd'hui, une personne, un chômeur, le premier handicap qu'il peut avoir, même s'il n'est pas valide, c'est qu'il ne peut pas se déplacer parce qu'il n'aura pas forcément les moyens de se payer un véhicule et de payer l'essence. Donc un certain nombre de collectivités locales
qui agissent en faveur de la ville durable ont justement prévu des systèmes de transport à la demande pour les personnes en situation de chômage, pour justement ponctuellement qu'elles puissent aller à leur rendez-vous, qu'elles puissent bénéficier d'un accompagnement, d'un véhicule, etc. Donc vous voyez finalement on croise pas mal de dispositifs que vous connaissez par ailleurs, qui sont que les personnes qui accompagnent les personnes au chômage connaissent aussi. Donc croiser les regards, c'est vraiment, je trouve, une des valeurs ajoutées du développement durable et de la conception universelle. Et puis il y a une philosophie commune, surtout, c'est que c'est l'homme au cœur de la ville. Et ça, c'est en tout cas un discours très fort qui est, moi je connais plutôt le sujet de la ville durable et qui visait vraiment à remettre l'homme au cœur de la ville, à finalement à ce qu'on soit dans une ville empathique. C'est-à-dire empathique envers les situations qui ont des difficultés permanentes, les personnes en situation de difficultés permanentes, mais aussi nous-mêmes dans nos difficultés quotidiennes pour nous déplacer, pour gérer ses déplacements à soi pour son travail, les déplacements pour son enfant, les déplacements pour ses soins de santé, etc. Oui, ça correspond un peu à la notion de ville lente aussi, peut-être, voilà, d'un peu plus d'humanité quelque part, et ça ramène, en tout cas, ça ramène parfois une dimension humaine, cette notion d'accessibilité. Mais c'est vrai que ce qu'on a observé, par exemple, dans les villes récemment en France, c'est le retour du tramway. Alors le retour du tramway, c'est à la fois voulu dans le cadre d'une politique de lutte contre le changement climatique pour réduire l'usage de la voiture en ville, réduire les émissions de CO2 sur la ville, mais finalement, moi j'ai remarqué que les villes en ont vraiment profité pour complètement revoir l'aménagement de leur centre. C'est un peu ce qu'a fait la ville de Valenciennes, c'était dans son agenda 21, retrouver une qualité de vie pour les Valenciennois, c'était aussi remettre le tramway, et du coup refaire les trottoirs, repenser les espaces publics et se dire bon bah de toute façon avec les tramways on sait qu'on va retourner toutes les rues, donc maintenant qu'on a tout remis à sac et qu'il y a peut-être tout à refaire et toutes les rues et tous les espaces à reconstruire, autant le faire bien. Et c'est là qu'ils se sont dit bon, on va saisir cette occasion de ce sujet d'émissions de CO2 pour effectivement aménager différemment l'espace public et promouvoir aussi un fonctionnement un peu par la lenteur. Le tramway, c'est un mode de déplacement qui est lent, mais finalement, entre se déplacer en tramway d'un point A à un point B de la ville ou se déplacer en voiture aux heures de pointe, je pense que par exemple à Bordeaux, c'est exactement la même chose. Et je pense que le développement durable, il a besoin de s'incarner dans peut-être des concepts qui justement ils sont reliés, comme celui d'accessibilité, oui, parce que moi c'est un sujet transversal, ou même de conception universelle, parce que vraiment sur ce mode de concevoir, il y a quelque chose de très lié avec les agendas 21. Le problème aussi des agendas 21 locaux en France aujourd'hui, c'est que, je disais, normalement il faut faire participer la population. Or, bien souvent, il y a un énorme déficit de participation pour ces démarches-là. Et il y a certains publics, justement, qu'on ne voit jamais dans les ateliers et les réunions publiques qui peuvent être organisées par les collectivités locales. C'est les jeunes, c'est les chômeurs, c'est les enfants, c'est les personnes âgées, ce sont les personnes en situation de handicap. Et or, justement, ces usagers-là, ce sont le public de certaines autres politiques qui sont déjà conduites sur l'accessibilité, sur la conception universelle. Donc je pense que plus que jamais, il est important peut-être de créer des connexions entre les gens qui portent ces politiques publiques-là ou ceux qui veulent y participer. Donc si vous êtes engagé localement sur des questions d'accessibilité et que vous n'avez pas encore pris contact avec le responsable de la mission développement durable de votre collectivité, je pense au niveau de la commune, au niveau de l'intercommunalité ou même d'un conseil général, peut-être faites-le, parce qu'aujourd'hui il y a des connexions qui n'existent pas encore et qui, à mon avis, et j'espère vous l'avoir démontré aujourd'hui, mériteraient vraiment d'être créées et d'être mises en place au service du confort de tous, notre confort aujourd'hui et le bien-être des générations des villes de demain. Merci beaucoup Élise pour cette précision. Effectivement, je tenais à le dire d'expérience personnelle, ayant quand même tourné dans pas mal de villes de France et d'ailleurs. Ce qu'on pourrait dire, c'est que lorsqu'on croise ces politiques de développement durable, ces agendas 21, avec la problématique accessibilité, quand il s'agit juste d'accès, on a de formidables leviers d'action, effectivement. Et c'est vraiment cette question de levier, cet effet dont il faut réellement profiter. Et c'est ce qui explique tout le sens de ce qu'on a essayé de développer avec le comité 21, de cette prise en compte
non pas du handicap comme une action périphérique, mais une action vraiment au cœur du développement durable. Et c'est ça qui est l'une des clés qui peut permettre d'avancer vraiment dans une politique et de convaincre aussi les uns et les autres de suivre donc un outil à part entière dont il faut s'emparer. Alors maintenant, j'ai envie de me tourner vers Dominique Lancrenon, donc, qui est présidente du Conseil européen des urbanistes. Dominique, tu m'as souligné qu'il y avait donc 40 000 urbanistes. Sont-ils prêts à entendre cette question d'accessibilité en Europe? Et d'autre part, comment entendez-vous, en tant qu'urbaniste, la question d'accessibilité? Alors, d'abord, bonjour à tous. Et puis, merci beaucoup, Florent, de cette occasion pour les urbanistes que je représente, effectivement, pour préciser un peu la manière dont cette question de l'accessibilité est abordée. Quand on s'est rencontrés, je t'ai dit que on a pu en discuter. Les méthodes de l'urbanisme rejoignent vraiment beaucoup celles de l'accessibilité universelle. Alors, je vais remonter un petit peu dans le temps. Les urbanistes existent en France depuis un siècle. Ça fait 100 ans exactement. En 1911, alors un siècle et quelques mois, se sont rassemblés dans une organisation professionnelle des architectes, des paysagistes, des ingénieurs, des économistes, des sociologues. Et vous voyez naître déjà cette notion de transversalité. Et ils se sont rassemblés autour de cette question de comment améliorer nos villes. En 1911, elles étaient épouvantables. Toutes les industries étaient au cœur des villes. Il y avait une saturation des circulations, pas que automobiles, hippomobiles également. Il y avait beaucoup de pollution. Et il y avait une grande souffrance dans la ville. Il y avait surpopulation dans beaucoup de logements. On vivait à une dizaine par pièce très facilement. Et donc, c'est face à cette situation-là que sont nés les premiers mouvements d'urbanistes qu'on a appelés à l'époque les hygiénistes. Et je suis toujours à cette époque-là. À cette époque-là, et déjà au XIXe siècle, vous avez eu le mouvement des cités-jardins, avec en particulier Ebenezer Howard en Angleterre, et toute une réflexion sur comment faire la ville de demain pour qu'elle soit saine, pour qu'elle soit équitable pour tous et accessible aussi, avec cette question des transports qui a été au cœur du sujet. Et donc dans cette histoire des villes, on est passé du monde rural au monde urbain. L'usine est venue en ville, les gens sont venus en ville, et aujourd'hui on parle de 80% de la population européenne qui vit dans des villes. Donc cette question de la ville, évidemment, elle est cruciale, et cette question de la transversalité est cruciale, et évidemment l'accessibilité est au cœur, et on est très proche de tout ce qu'a pu dire Élise Gauthier du Comité 21 sur cette notion, bien sûr, de transversalité, de gouvernance aussi, qu'il faut réinventer, qu'il faut reconstruire. Après une période, dans le siècle, les urbanistes ont fait beaucoup de bêtises, mais ils n'ont pas été tout seuls, où on a beaucoup ségrégué, où on a beaucoup mis chacun dans son coin, les handicapés chez eux, les vieux chez eux. Enfin, on a créé les riches chez les riches, les pauvres chez les pauvres. On a créé beaucoup de ségrégation, en particulier autour de la question de la voiture. Alors, je vais revenir un tout petit peu sur le Conseil européen des urbanistes. Donc, effectivement, il rassemble aujourd'hui des associations de professionnels de 25 pays en Europe, et également des universités et des agglomérations qui souhaitent nous rejoindre sur ces questions. Donc tu peux rester sur la première, encore un peu 30 secondes. Donc le Conseil européen des urbanistes, c'est aujourd'hui, dans ces associations, on a 40 000 urbanistes, et ils ont quelques textes un peu fondateurs, dont la Charte d'Athènes 2003. Ça évoque certaines choses en France, puisqu'il y a eu un certain Le Corbusier qui, en 1942, avait écrit un texte qui a aussi été très, très discuté, puisqu'il créait de la ségrégation entre piétons, dans les modes de vie, même si lui aussi il recherchait une qualité de vie. Une équité, une qualité de vie et une accessibilité pour tous. Mais aujourd'hui, on en est. Donc on s'est permis, entre urbanistes européens, de réécrire sur ce sujet de Charte d'Athènes pour rechercher quelle était, et dire quelle était notre vision
sur la ville de demain, parce que c'est le sujet majeur de la société. On est confronté à des enjeux démographiques. On a évoqué le vieillissement de la population. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'on va passer à plus de 40% de la population qui a plus de 60 ans. Et ça va arriver là, demain, dans 20 ans. Et donc, effectivement, quand on parle aujourd'hui d'accessibilité, la question de l'âge, évidemment, est fondamentale. Le autre défi, bien sûr, c'est le défi démographique. Certains d'entre nous, on a vu la population de la planète, là, en une génération, tripler. Ça n'est jamais arrivé non plus. Enfin, je veux dire, c'est des défis quand même considérables. Et évidemment, ça a été déterminant par rapport à tout ce qu'on a pu dire sur le développement durable. Le développement durable, on a pu en parler à l'occasion de la checklist, c'est-à-dire c'est un guide pratique rédigé par les urbanistes à l'attention d'un peu tout le monde. Et ça, le référentiel qui a été fait, entre autres, par le CERTU, c'est pas mal appuyé sur ce guide pratique pour l'aménagement urbain durable. Et la question de l'accessibilité, évidemment, est dans tous les sujets. Et dernier ouvrage que je veux citer, qui est le dernier, c'est 15 étapes vers la cohésion territoriale. Vous savez que dans les documents européens, le traité de Lisbonne a mis en avant pour la première fois la cohésion territoriale. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'Europe à propos des banques et des problèmes financiers et économiques, mais l'Europe, c'est aussi des politiques qui construisent notre quotidien. La directive sur l'accessibilité européenne, par exemple, a sans doute eu quelques rôles sur les règles en France. Toutes les directives sur l'environnement, sur les transports, etc., qui nous viennent d'Europe, sont très importantes. Le document qui s'appelle ISDP, enfin le schéma d'aménagement, je ne retrouve plus le nom exact en français, de l'espace européen, est fondé sur 3 notions d'accessibilité: l'accessibilité à l'information, l'accessibilité aux services et au logement. Alors, pour illustrer ce propos, j'ai retenu 3 projets en fait, qui ont été primés par le Conseil européen des urbanistes, qui organise tous les 2 ans un grand prix. Et donc pour parler d'une part de cohésion territoriale. Ici, le projet qui est présenté, il s'agit d'un projet sur l'agglomération de Genève. Alors c'est à la fois Genève, le canton du Vaudois et le pays genevois. Donc on a 3 en fait pays associés sur cette agglomération qui fait 880 000 habitants. Et donc la réflexion là, de planification est comment construire ce territoire à travers les frontières. On est confronté à des frontières en termes d'accessibilité, et la frontière entre pays en est une souvent très forte. Que de routes ou de chemins s'arrêtent parfois à la frontière, et il y a à recréer des continuités. Et là, au-delà, cette réflexion sur la planification, en concertation avec les habitants, en concertation avec les 3 pays, consiste à monter une approche stratégique et concertée pour, par exemple, retrouver plus d'emplois côté français et plus de logements côté suisse. Aujourd'hui, il y a un très grand déséquilibre entre les logements et les emplois. Et donc des enjeux de transport à développer également. Et donc, dans ce projet, qu'est-ce qui est proposé? C'est une ville effectivement plus solidaire, avec plus d'équité, multipolaire, compacte, qui donne à tous l'accès aussi aux espaces verts, et donc qui propose de ne pas brader les espaces verts. Donc on a une accessibilité prise dans un sens finalement très très large, de ce que je comprends. Tout ce que j'explique là, ça vous évoque peut-être quelque chose dans tout ce qui a été débattu sur le Grand Paris, ici, il n'y a pas très longtemps. Les 10 projets qui ont été présentés allaient tous dans ce sens de l'accessibilité. Et aujourd'hui, on ne parle plus que de transport pour finir, mais l'accessibilité va bien au-delà de cette notion de transport. Le deuxième... alors là, ça illustre ce projet Valmondois de Genève et Valmondois qui montre tout le travail de concertation en fait, qui est fait avec des groupes d'habitants, projet par projet, secteur par secteur. L'urbanisme est dans le temps long. Je veux dire, quand on fait de la prospective et qu'on dit que demain, c'est dans 20 ans, où on aura plus de 40% de personnes qui auront plus de 60 ans, eh bien, cette réflexion
ce qu'on prépare aujourd'hui va servir effectivement demain, et il faut, dans une situation économique plus compliquée comme aujourd'hui, mettre l'argent au bon endroit et hiérarchiser les actions au bon endroit et faire qu'effectivement les investissements, qui sont souvent des investissements publics, donc qui nous appartiennent à tous, servent bien au bien commun et de manière pertinente. Et donc, voilà. Alors, autre exemple là, qui lui est plus sur l'enjeu de la régénération urbaine. En Europe, on a un réseau de villes formidable, en particulier de villes de métropole de l'ordre de petites villes de 500 000 habitants. Je laisse de côté un peu les grandes métropoles, mais c'est ça la grande richesse européenne. C'est tout ce réseau de villes de 500 000 habitants, avec un patrimoine formidable, avec des éléments culturels et identitaires formidables, et l'enjeu de les réhabiliter, et à travers leur réhabilitation de les redynamiser, de les rendre encore une fois accessibles est essentiel. Là, c'est l'exemple de la ville de Turin qui a travaillé pendant des années et qui aujourd'hui est arrivée à recréer, à choisir en fait un lieu majeur dans la ville pour sa régénération. Et donc le projet, vous le devinez là sur les images, il y avait une voie ferrée qui coupait la ville de Turin en deux, et donc ils ont recouvert cette voie ferrée, ils y ont retrouvé un espace public avec une route, et du coup, autour de cet axe de transport très fort se retrouvent tous les équipements et les éléments, je dirais, à la fois de vie publique, etc. Et donc, derrière, c'est aussi la remise en valeur d'universités, de projets culturels importants qui viennent se rendre leur accessibilité et rendre la valeur au cœur de ville dans la réhabilitation. La réhabilitation est un enjeu majeur. On ne va pas démolir tous les logements et il faut les rendre accessibles dans leur réhabilitation. Et là encore, on peut être très transversal en alliant les enjeux sur l'isolation, qui sont aussi des enjeux nouveaux, sur la densification, quand on le peut, et sur, bien sûr, l'accessibilité. Donc là, c'est encore des images sur ce projet de Turin où vous voyez d'anciennes usines transformées en universités et l'axe à travers cette grande ville qui se redéveloppe. Finalement, la ville de demain, elle doit être accessible, mais dans un sens très large. Et finalement, j'ai l'impression que ce sens très large, ces projets très larges viennent rencontrer naturellement l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Tout à fait. Alors le dernier exemple, il est sur l'espace partagé. Et là, il s'agit de la ville de Bruxelles qui s'est mis en place un plan vert, donc de développement d'une trame verte. Donc ça peut faire rêver ici. Donc vous pouvez, en prenant ces cheminements verts, circuler effectivement en mode doux et en respectant bien entendu tout ce qu'il faut pour pouvoir y aller également normalement en fauteuil roulant, enfin avec tout pour les personnes à mobilité réduite. Et donc ça ouvre un espace de promenade formidable au cœur de la ville. Donc là, on peut en voir quelques exemples après. Donc voilà, ça a été, c'est y compris la reprise, en particulier sur les espaces de la voiture, en fait, les espaces autoroutiers, les franchissements, les ponts, etc. Toute une reprise pour créer les continuités et permettre au mode doux de reprendre le dessus. Et l'espace partagé, c'est quelque chose de fondamental, où c'est le plus faible qui fait... Le fait de dire que c'est le plus faible qui est prioritaire et qui règle l'ensemble de l'espace, en fait, c'est une règle d'humanité, tout simplement. Puisque nous serons tous, un jour ou l'autre, le plus faible. Donc, quelque part, dans la vie humaine, effectivement, cette prise en compte du plus faible, c'est une manière de rendre la ville humaine, tout simplement. Et l'accessibilité, c'est dans ce sens-là. Et puis, dernier exemple, alors là, je sors du Grand Prix, mais c'était pour vous faire réagir. Il s'agit d'un carrefour dans l'endroit le plus dense peut-être d'Europe, Oxford Street et Regent Street à Londres. Et donc c'est un carrefour où il y a beaucoup de flux. Et donc il a été réaménagé en place publique avec tout un système de gestion des feux qui fait que tous les véhicules s'arrêtent régulièrement. Et donc c'est les piétons et donc les modes doux qui ont complètement l'espace
en gros, mettons 5 minutes toutes les... Enfin, je ne connais pas le rythme par cœur, mais... Donc, d'une part, vous voyez que le dessin de cette place est beaucoup plus agréable. Enfin, je veux dire, on redonne une vraie dimension à cette place qui, avant, était coupée par des barrières, des obstacles, etc., etc. Et d'autre part, vous voyez qu'effectivement, ça permet une espèce de rénovation urbaine, de requalification. Tout à l'heure, tu parlais d'esthétique. On retrouve véritablement une notion d'esthétique à travers ce type de réflexion. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation, Dominique. J'ai envie de dire, est-ce qu'il existe des outils concrets finalement pour les urbanistes ? Parce que là, on était sur une vision, peut-être sur une vision très large. Comment est-ce que vous œuvrez finalement pour vraiment prendre en compte l'accessibilité ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont clairement dites, peut-être dans ces différents guides que tu as présentés ? Voilà, tout à fait. En fait, dans ces 3 guides, alors dans la charte d'Athènes, il y a en particulier tout un chapitre qui s'appelle l'engagement des urbanistes. Donc, nous nous engageons, a priori, effectivement, à réaliser une prise en compte, en particulier dans les démarches de concertation, parce que ce que je n'ai pas évoqué, c'est que derrière tous ces projets, il y a tout un temps de démarche, de débat avec l'ensemble des acteurs, et il s'agit de faire de dire quelle est la priorité, et ça, je pense que ça appartient aux acteurs de terrain de dire quelle est la priorité. Et donc, effectivement, dans les savoir-faire qu'il nous faut développer, c'est ce savoir-faire de faire parler et de faire de la médiation, en fait, très largement, avec des usagers au sens de l'échelle du projet concerné. Alors justement, à propos de concertation, tout à l'heure, Bernard me chuchotait à l'oreille, juste avant de donner la parole à la salle, mais Bernard me chuchotait à l'oreille quelques mots au sujet de la prise en compte de la concertation, justement. Oui, j'ai entendu le mot concertation donc, du comité 21 et du CEU. Ma question, elle est simple, c'est qu'on parle beaucoup, et on fait, de la concertation en amont. Ça, je suis convaincu au niveau de la programmation, voire de la conception, que ce soit en aménagement ou en bâtiment. Mais la question que je me pose, est-ce que ce processus de concertation, il est continu sur la boucle de vie de l'équipement, de l'aménagement de l'espace public ? C'est-à-dire, est-ce qu'au niveau de l'exécution, est-ce qu'au niveau de la vie de l'équipement, on réinterroge en continu tous ces groupes d'utilisateurs ? Alors, je pense que là, c'est vrai que nous, en France, on est quand même un peu débutants, il faut bien le reconnaître, parce qu'on est très liés à nos textes de loi. Mais vous voyez, par exemple, dans un pays qui n'est pas très loin de chez nous, la Belgique, il y a des maisons de citoyenneté qui sont là en permanence. Donc, où effectivement, en permanence, on peut venir travailler avec la collectivité, interpeller la collectivité, etc. Je vais donner un autre exemple dans un autre pays que je trouve formidable et que je fixerais bien comme objectif. Au Royaume-Uni, vous avez un service qui s'appelle le Planning Aid. Et donc, tout citoyen peut demander un projet alternatif gratuitement à cette organisation du Planning Aid. Quand un projet a lieu dans son quartier, etc., avec lequel on n'est pas forcément d'accord en tant que citoyen, on peut aller, ou en tant qu'association, on peut aller solliciter des professionnels gratuitement pour avoir une réflexion alternative. Voilà une manière au quotidien de développer le débat et la démocratie. Un mot peut-être, Élise, aussi sur les agendas 21 ? Sur effectivement la concertation au moment de l'élaboration des projets qu'on a beaucoup vu dans les agendas 21 avec plus ou moins de succès, je l'ai mentionné, mais aussi dans les projets urbains parce que c'est une obligation légale. Et pendant très longtemps, on avait un peu cet effet de liste au Père Noël qui était fait au moment de l'élaboration du projet. Puis ensuite, la collectivité décidait, programmait, assurait la mise en œuvre et ensuite la gestion des espaces. Or, et ça s'est pas mal développé, notamment dans le cadre d'Agenda 21, mais en fait c'est une tendance assez lourde dans nos villes aujourd'hui, c'est de recréer par exemple des jardins partagés, ou dans le cadre des opérations de rénovation urbaine, c'est rendre aussi la gestion des espaces publics des quartiers ou des îlots aux habitants, et voilà, les villes recrutent aujourd'hui, enfin dans le cadre aussi de politique de la ville, des vrais animateurs qui sont là en permanence pour aider les habitants à les solliciter leur avis ou les faire partie
participer, par exemple, à l'entretien du jardin partagé, etc. Donc, ils sont plus seulement dans « je voudrais un jardin partagé au milieu, faites-le, et puis j'aurai au moins ma table et je viendrai m'asseoir de temps en temps et profiter de ce que vous avez réalisé à ma demande », mais plutôt, ils sont partie prenante aussi de l'entretien et de la mise en œuvre des projets. Ça se développe pas mal à Bordeaux, où justement, maintenant, il y a vraiment... par quartier, une maison de la concertation, un élu dédié au quartier, qui est là aussi pour aller vraiment discuter avec les habitants, voilà, beaucoup de choses comme ça, une concertation très fine à l'échelle des quartiers ou des îlots qui se développe et j'espère qu'il va continuer à s'étendre pour aller faire la concertation aussi pendant la mise en œuvre des projets, voire même pendant leur évaluation, afin aussi de favoriser l'amélioration continue des politiques, des projets, des lieux et leur adaptation aussi bien sûr aux besoins. C'est vrai que même les quartiers pavillonnaires qu'on a, dans lesquels qui se construisent, dans lesquels on a des jeunes familles qui s'installent, 25 ans après, vous avez des jeunes grands-parents qui sont toujours dans ces mêmes maisons, toujours les mêmes quartiers, ces mêmes habitants, mais avec 25 ans de plus, 50 ans de plus. Qu'est-ce qui est fait aussi pour adapter ces quartiers aux nouveaux besoins des habitants qui sont restés les mêmes, mais qui ne sont quand même plus les mêmes. Merci. Voilà, donc cette table ronde était là pour ouvrir quelques perspectives, quelques outils peut-être qui sont, semble-t-il, périphériques, mais qui, vous voyez, peuvent parfaitement servir l'accessibilité. Maintenant, j'avais envie de laisser la parole à la salle et de savoir si vous aviez des questions à poser à nos intervenants, peut-être des questions plus pratiques sur des outils qui sont développés ou sur des points précis. Alors, je ne sais pas, pour faire passer le micro, voilà. Merci. Donc sans doute des interrogations sur des outils concrets. Oui, Bertrand Mazon, conseiller général de l'Hérault, architecte et urbaniste et ingénieur territorial. Voilà, je suis très heureux d'entendre que l'agenda 21 prend en compte l'accessibilité et replace l'homme un peu au centre de toute réflexion. Parce que je peux vous dire qu'il y a quelques temps, lorsqu'on parlait de développement durable et de haute qualité environnementale, on cherchait un peu la définition de l'homme au centre de la réflexion. Donc il est intéressant de voir qu'enfin on prend en compte la dimension de l'homme au sens large dans sa réflexion et dans la création des espaces urbains ou architecturaux. Le deuxième point sur lequel j'aimerais développer aussi, alors j'ai bien entendu ma chère collègue urbaniste et même la dame qui présentait l'agenda 21 de parler de concertation. Alors ça fait plusieurs années que les collectivités territoriales et autres, et associatifs, etc., mouvements, font de la concertation. Mais il faut voir les limites de la concertation. Parce que souvent, le choix politique est orienté par des décisions budgétaires ou même des orientations politiques directes. Donc la concertation a ses limites aussi. Et on peut parler aussi de manque de professionnalisme de mes chers confrères pour l'écoute des besoins des usagers. Donc la concertation, oui, mais avec une oreille attentive et formée aux besoins de chacun. Et pour l'instant, toutes ces belles paroles et tous ces beaux discours, je peux vous dire que ça fait 18 ans que je les entends. Donc j'aimerais bien qu'on arrive à l'aube de la réalisation d'épaves et de la mise en pratique de l'accessibilité universelle, à l'utilisation de véritables boîtes à outils. Mais notre animateur me connaît bien, puisqu'on s'est déjà rencontrés à Montpellier dans le cadre de Certu. Et pour l'instant, on attend toujours les boîtes à outils pour accompagner les collectivités locales dans la mise en pratique d'épaves. Donc, développons des outils, une concertation éclairée, mais essayons de travailler dans la professionnalisation et à la fois des associations, parce que le bénévolat a ses limites, et à la fois de nos chers confrères. Voilà. C'est
effectivement une excellente remarque, et c'est quelque chose que je constate aussi très, très régulièrement sur le terrain. Très souvent, la concertation se réduit à de la consultation, c'est-à-dire êtes-vous d'accord, êtes-vous pas d'accord, et c'est vrai qu'il y a des choses à circonscrire, il y a un vrai travail à faire à ce sujet, et je ne peux que souscrire à l'ensemble de l'analyse qui a été faite, et notamment sur la professionnalisation des uns et des autres dans ce champ. Voilà, je pense qu'il y a peu de choses à rajouter sur ce sujet. Vous aviez une question ? Oh, une question beaucoup plus terre à terre par rapport à ce qui était avancé là. J'ai un blocage, moi, avec le service de l'urbanisme de ma ville. Donc je m'adresse à vous, madame. Vous n'auriez pas un outil à me donner, Dominique, pour débloquer Écoutez, je peux vous faire passer la checklist éventuellement, ça oui, parce que c'est vraiment un document très pratique, hein, et qui montre à la fois les étapes du projet, et ça peut vous donner un certain nombre de... Dominique, est-ce que cette checklist est téléchargeable par ailleurs ? Alors je pense qu'elle est téléchargeable sur le site internet, oui, du Conseil européen des urbanistes. Et sinon, je peux éventuellement t'en passer. Enfin, je veux oui. dire, c'est vrai que je suis tombé moi-même sur cette checklist il y a pas longtemps, puisque ça fait depuis un moment que je travaille avec le Conseil européen des urbanistes. Oui. Et c'est vrai que cette checklist était très intéressante, parce qu'il y a la notion d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Certes, peut-être il y a encore des efforts à faire, hein, sur la prise en compte, etc. Mais il y a quand même cette notion-là qui émerge comme une tendance forte. Et puis c'est surtout un document très pédagogique et très pratique. On n'est pas obligé de se taper, j'allais dire, beaucoup de théorie. On peut rentrer sur le sujet qui vous intéresse. Je ne sais pas, quel est le sujet sur lequel vous discutez avec votre direction d'urbanisme? Un jeune directeur d'urbanisme qui arrive. On veut lui faire améliorer l'accessibilité d'une passerelle, et il y a une réalisation de quai parallèlement, et dans ce qu'il conçoit, il n'y a pas du tout de qualité d'usage, il y a une application minimaliste des règles d'accessibilité. Et lui, il prétend que de toute manière, ce sera toujours mieux que ce qu'il y avait avant. Voilà. Donc ça vous dit tout, l'état d'esprit qu'il peut y avoir. Et voilà, donc en douceur ou en force, comment on peut y faire passer ce message très généreux que j'ai entendu là, à cette table. Je suis aussi intéressé par l'agenda 21, parce que même dans la partie... environnement, on a un adjoint à l'environnement qui s'en soucie pas du tout de l'accessibilité. C'est un ami, mais j'arrive pas à y faire passer des messages pareil. C'est l'apiculture je suis apiculteur professionnel, qui m'a approché de lui. On a des demandes, justement, je suis éleveur d'abeilles, donc j'ai des demandes. Je vends les abeilles à des gens qui en ont besoin, et j'ai une très très forte demande à l'heure actuelle, soit de particuliers ou dans des jardins partagés qui voudraient avoir une ruche pour ramener la campagne en ville, dans leur jardin. Et moi, je ne sais pas y répondre. Je suis qu'un éleveur d'abeilles. Si j'ose dire, peut-être point par point, sur une vision et une dimension stratégique, ces outils-là, nous en avons besoin. C'est-à-dire que traiter l'accessibilité uniquement comme une norme et comme une contrainte, finalement, ou traiter l'accessibilité avec toute la bonne volonté, j'allais dire, de la loi, donc de ce que va proposer la DMA, par exemple, sur de la réglementation, etc. Et vraiment le fond, c'est-à-dire le fondamental qui est incontournable. C'est la base, c'est ce qui va permettre de faire bouger. Et c'est vrai que petit à petit, par rapport à tout ça, donc on a différents acteurs ici autour de la table qui proposent des outils complémentaires et qui proposent d'agglomérer finalement un certain nombre de choses, et de voir qu'au-delà de la norme, voilà, on a d'autres moyens d'impulser tout ça. Et c'est vrai qu'il s'agit de passer petit à petit d'une vision peut-être strictement normative et j'allais dire
pas de punition, mais de réponse à des besoins, à une vision davantage de conception, de design, etc. Et c'est en ça que ces outils et toute la concertation qui va être bâtie autour sont absolument nécessaires. Et c'est ça qui peut vous aider. C'est-à-dire que moi, la façon d'arracher parfois la décision dans des communes où il y a des choix à faire, où il y a des arbitrages à faire, c'est de dire non, mais attendez, on est dans une vision peut-être beaucoup plus globale d'un point de vue urbaniste. Voyons voir votre vision à 20 ans et voyons ce qu'on peut faire à travers ça. Ou voyons voir votre vision développement durable. Ça fait partie de quelques concertations qu'on a menées justement à très haut niveau. Et voyons comment est-ce qu'on peut impulser, orienter, etc. Et voilà, c'est souvent l'accessibilité peut être comme outil complémentaire. Alors, donc c'est comment le citoyen peut interpeller l'élu aussi, parce que, pour moi, il y a une vraie question politique derrière votre sujet de passerelle. C'est évidemment vos élus que vous devez interpeller et à travers un projet. Alors, je vais quand même citer, je disais tout à l'heure que la France était en retard, mais c'est pas vrai. Vous avez cité l'exemple de Bordeaux, c'est vrai que c'est intéressant. Et le Nord-Pas-de-Calais, je vais les citer, ont créé un fonds participatif des habitants. Et donc, ça permet, les associations qui se constituent d'habitants ont un fonds pour les subventionner et pour véritablement, du coup, pouvoir monter des projets. Et c'est vrai que le bénévolat, c'est bien, mais ça a ses limites. Et effectivement, voilà, on le voit. Et donc, le fait de donner des moyens financiers pour permettre aux associations, effectivement, de monter des projets, et en l'occurrence, par rapport à la passerelle, il faut dessiner un contre-projet. Voilà, je veux dire, c'est clair, il faut dessiner un contre-projet et aller discuter avec les élus. C'est ça la base. Et puis, il y a des élections, c'est fait pour ça aussi. La notion de concertation... Et la notion d'être parfois rétribué sur de la concertation a été évoquée aussi en Suède, au fameux colloque de Montpellier dont on parlait précédemment. Mais c'est vrai que ça s'est fait aussi, donc pourquoi pas peut-être une piste à explorer. On va prendre une dernière question, parce qu'après il va tout de suite y avoir un enchaînement sur la séquence conclusive et je ne voudrais pas faire patienter trop nos acteurs. Dernière question de votre part. Et bonjour. Une autre, on va prendre les deux questions groupées. Je vais vous demander de faire très court sur la formulation de votre question. Ce n'est pas une question, c'est plutôt une observation. En tant que professionnel de l'accessibilité, notamment dans le domaine du handicap auditif et en tant que handicapé auditif, je remarque que dans ce pays, nous avons de très belles lois sur le handicap, avec la loi de 2005. Mais le souci, c'est qu'on est un petit peu trop amateur, on n'est pas assez professionnel. On ne va pas jusqu'au bout des choses. Par exemple, ici, nous avons ce premier salon dédié à l'accessibilité. Pour nous, les boucles magnétiques ne marchaient pas. J'ai dû apporter la mienne pour que je puisse même m'entendre parler. Ça ne fait pas très sérieux. Parce que des accessoires comme ça, on les livre, on les installe, mais on les mesure, on les vérifie. Ce qu'on ne tente pas de les brancher comme ça, et puis on laisse les gens en liberté. Et c'est ça qui manque dans ce pays, du sérieux. Il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Ça veut dire le contrôle de ce qu'on a fait, même quand on est professionnel. Et c'est valable aussi pour les donneurs d'ordre et les décideurs. Ils doivent faire contrôler ce qu'ils ont fait installer. La notion d'évaluation, effectivement, qui est capitale et qui doit être constante sur ce sujet, tout à fait. Une question complémentaire, merci beaucoup. Une question complémentaire ? Oui, Jean-Michel Royer, Mobilité Réduite. Je suis très content de tout ce que j'ai entendu. Pour moi, j'ai l'impression, pour le moment, d'être un petit peu dans le monde des bisounours. Parce que je voudrais quand même rappeler que depuis le 1er juillet 2007, tous travaux de voirie réalisés en agglomération doivent être accessibles. Et moi, quand je me promène dans beaucoup de villes, alors je ne parle pas les grandes villes comme Bordeaux, etc., quand ils ont fait le tram, mais quand je me promène dans beaucoup de villes que je vais un petit peu auditer comme ça, incognito, je m'aperçois que les travaux qui viennent d'être réalisés, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, c'est-à-dire après le 1er juillet 2007, eh bien que dans beaucoup de cas, ça n'est pas accessible. C'est-à-dire que les trottoirs sont certes abaissés au plateau traversant, mais c'est à plus de 2 cm de hauteur. C'est-à-dire qu'on continue à nous mettre des pavés sur des trottoirs, alors qu'on devrait nous mettre, par exemple, ou de l'enrobé, ou bien du béton désactivé. Et moi, je vais même enfoncer le clou, parce qu'on parle de la loi de 2005,
mais certains d'entre vous peut-être doivent se souvenir que les premières lois sur l'accessibilité datent de 1975 et que la plupart des éléments qui ont été repris dans le décret de 2006 et l'arrêté de 2007 concernant l'accessibilité de la voirie, c'est-à-dire tout ce dont on vient de parler et qui doivent se faire au fur et à mesure, parce que là on n'a pas de date limite, eh bien tout ceci existe depuis plus de 20 ans. Vous reprenez les décrets et arrêtés de 1994, etc. Ça existait. Alors moi j'ai des inquiétudes parce qu'il n'y a aucun contrôle sur les travaux qui sont faits. Je le dis, les travaux de voirie ne sont pas du tout contrôlés par qui que ce soit pour voir si on est en conformité. Et moi, j'engage des usagers à faire comme nous faisons. Nous allons assigner des communes et des communautés de communes qui n'ont pas fait le nécessaire et on va les assigner devant le tribunal administratif pour faire des jurisprudences de façon à ce que dans le futur, les autres collectivités fassent attention et fassent les travaux correctement. Vous avez bien souligné une tendance générale et c'est vrai que ça nous sert de conclusion parce que je me permets de conclure sur ces mots, mais parce que vous avez souligné une tendance générale qui est importante dans cette évaluation, c'est la notion d'association. C'est sûr que sans les associations derrière pour contrôler justement aussi tout ça, sans c'est ce qu'on a remarqué à travers l'étude menée par le CERTUS sur l'accessibilité des 11 villes européennes, c'est le fait que les associations qui étaient présentes et qui permettaient effectivement de contrôler et d'avoir une certaine approche, cette pression-là qui est donnée. Vous avez les instruments pour le faire. Alors, Florent, juste une adresse internet pour tout le monde, accessiblepourmoi.com, et là vous avez la liste de toutes les villes que nous avons visitées et vous avez un lien vers travaux non conformes à la voirie. Nous avons déjà taclé pas loin d'une vingtaine de villes, dont 3 qui vont être assignées devant le tribunal administratif de Melun dans un mois. Donc c'est ce qui s'appelle les cartons rouges et les cartons jaunes, effectivement, qui sont distribués aux différentes communes et qui constituent un indicateur. On va conclure sur ces paroles. Je suis désolé, je suis obligé de conclure la session. Et je vais vous demander on va faire arriver les prochains speakers. Merci à tous de votre participation et à très bientôt. Site internet.